avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour ce remix d'une histoire de parents. On va réécouter l'histoire de Romain et Marie-Aurore. Alors là, du coup, c'est le troisième épisode qu'Alice des Belles Fréquences, va mélanger, remixer comme on dit, et qui va nous proposer justement de mettre ces histoires côte à côte. Alors pour rappel, le format Leur histoire de parents à la base, c'est un format où j'interroge chaque parent sur son histoire, sur la même chronologie, mais séparément. Et ça donne vraiment des histoires que j'apprécie particulièrement. Et je trouve ça très très intéressant cet exercice de venir mixer les deux histoires, comme vous avez déjà pu l'écouter, puisque ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, il y en a déjà eu deux comme ça. Et je suis ravi de réécouter ce passage-là avec Romain et Marie-Aurore. Donc on va se parler bien entendu du désir d'enfant, de comment se passe la grossesse, de comment est-ce qu'on se découvre parent, comment est-ce qu'on se découvre papa, comment est-ce qu'on se découvre maman. Et c'est super chouette. Alors dans cet épisode, je tiens à préciser que Marie-Aurore avait subi ce qu'on appelle des violences obstétricales et gynécologiques. Et voilà, donc petit trigger warning au cas où. Sachez aussi que depuis, Marie-Aurore est passée notamment à la maison des maternelles pour en parler et qu'elle a même lancé un podcast pour parler de parentalité, pour parler de maternité et de ce que ça peut amener, de ce qu'on peut découvrir sur ces sujets-là. Donc bravo à elle et bravo à Romain aussi pour cette livrée. Merci à eux. Et je vous laisse tout de suite avec la découverte de cet épisode remixé par Alice. Avec cette première question, d'où est venu le désir d'enfant ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors ce désir d'enfant, il a eu lieu assez tôt dans ma vie parce que avec ma conjointe, on est ensemble depuis à peu près 15 ans, un peu plus même maintenant. On s'est rencontrés quand on était en 6e, où on s'aimait pas du tout à ce moment-là. C'était même un peu la guerre. Et on a commencé à flirter, si on peut dire, en 3e. Et ce désir d'enfant, en fait, était venu un peu sur une blague. On s'était lancé un cap ou pas cap à 15 ans, justement, quand on s'est mis ensemble. Donc voilà, ce petit désir flirtait dans notre tête, mais par contre, on s'était toujours dit non, on le fera tard, on n'est pas pressé, etc. Et on avait dit, on le fera aux alentours des 30 ans. De ce qu'on s'était dit, le projet de vie, quoi, on a dit non, on veut consacrer notre vie à notre carrière, on verra plus tard. Déjà, moi, je suis fille unique de base et j'ai jamais beaucoup côtoyé d'enfants ou de bébés dans ma vie. J'avais des cousins, cousines, mais voilà, enfin, j'ai jamais été confrontée à cet environnement-là. Et depuis très jeune, j'ai toujours été très carriériste. C'est le côté peut-être féministe de dire non, je suis une femme, je vais y arriver, je vais faire une grande carrière, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais prouver de quoi je suis capable, etc. Sachant que je viens d'un environnement familial assez traditionnel où il y a peu de femmes qui... j'admire énormément les femmes de ma famille, mais elles ont toujours eu peut-être du mal à aller au-delà du modèle traditionnel et à se donner les moyens de réussir et d'atteindre leurs rêves, quoi. Et donc, j'avais cette trajectoire-là. J'ai rencontré Romain très jeune. Si on m'avait dit que j'allais avoir 2 enfants avec lui, que je serais toujours avec, j'aurais dit « Ah oui, quand même, waouh !» C'était jeune, c'était tôt. Après, c'est comme ça et c'est beau aussi. On a notre histoire et c'est chouette. Mais voilà, des enfants, oui, pourquoi pas, mais pas tout de suite et pas avant d'avoir tous les voyants ouverts. Je voulais un peu le schéma idéal de dire j'ai réussi ma carrière, j'ai une belle maison, j'ai ma petite famille qui arrive derrière. Ce qui a un peu précipité les choses, c'est que mon papa est tombé malade il y a 5-6 ans, d'un cancer un peu foudroyant, donc il est pas décédé, il va toujours bien, d'ailleurs il doit passer aujourd'hui, enfin bref, peu importe. Mais du coup, en fait, le fait d'apprendre ça, ça nous a un peu projeté en disant bah non, on veut que nos enfants connaissent ses grands-parents, on pense que c'est important, qu'ils en profitent. Et du coup, ça a fait un peu accélérer les choses, donc voilà, donc en 2018, on a eu la naissance de notre premier enfant. En gros, pourquoi on a décidé ça ? Moi, j'avais 22 ans quand j'ai perdu mon grand frère, qui en avait 25, d'un cancer également. Donc du coup, mon père, c'est un petit peu le même genre de cancer qu'il a, un peu de la même famille. Et donc on s'est dit, mon frère, en gros, on l'a pris en janvier, en septembre, il était décédé. Donc autant dire, tu vois, un peu rapide en 9 mois. On s'est dit, non, on veut pas que ça se reproduise, il faut que mon père puisse connaître mes enfants. Donc c'est ce qui a un peu précipité Lizzie. Précipité, mais en même temps, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a tous les deux un métier, il y avait pas forcément de pression de la société autour de ça, quoi.
Après, autour de moi, j'avais beaucoup de personnes, enfin d'amis, qui ont galéré à tomber enceinte, qui ont mis 1 an, 2 ans, ou ça a été vraiment une épreuve pour elles. Et j'avais cette peur-là aussi quand on a commencé à aborder le sujet d'avoir un enfant. Et j'avais dit à Romain, j'espère ne pas arriver dans une situation où bah, tu angoisses tous les mois quand tu as tes règles. Voilà, essayons de nous donner un peu de temps en se disant, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave non plus. On n'est pas pressé, on avait 28 ans. Déjà, on voulait que Marie-Aurore arrête la pilule parce que vis-à-vis de la santé, on sait que c'est pas très bien, surtout qu'elle utilisait une 3e génération parce que bah, c'était comme ça à l'époque. On lui avait proposé de changer, mais elle avait plein de problèmes au niveau des règles et du coup, c'était un petit peu compliqué de changer de pilule. Donc du coup, on s'était dit qu'on arrêtait la pilule il y a 6 ou 7 mois avant d'avoir Lizzie, mais pas forcément dans le but d'avoir un enfant. Et du coup, quand on a pris la maladie de mon papa, du coup en août, je crois, donc 2017 de mémoire, on s'est dit, ok, cette fois on arrête vraiment la pilule pour se concentrer à avoir un enfant. Le temps qu'on fasse un petit peu ce qui était voulu pour avant la grossesse, d'arrêter la pilule, on est toujours à peu près 6 mois avant, en même temps qu'on prend l'acide folique. Et du coup, on a dit, on se protège classiquement, puis quand ça sera le moment venu, on se lancera. Donc je crois qu'on a arrêté de se protéger en janvier, et du coup, elle est tombée enceinte en février, donc 1 mois après, relativement rapidement et sans trop de pression, quoi. On s'était dit, ça viendra quand ça viendra, et c'est venu rapidement. Quand elle t'annonce qu'elle est enceinte, qu'est-ce que tu ressens? Et ben en fait, elle m'a pris ça un petit peu au dépourvu parce que j'étais en train de travailler sur l'ordinateur et elle arrivait en pleurs avec le test de grossesse en mode je suis enceinte. Et je fais ah ouais, super, enfin super content, ouais, parce que moi j'ai toujours voulu avoir au moins un enfant. En plus, je voulais une fille, donc ça tombe super bien. Enfin, ça, je le sais pas encore, mais ça tombe super bien. Non, sur le coup, à mon niveau, j'ai pas forcément réalisé que dans 9 mois, on allait avoir un bébé, que c'était inné, que non, ça a été une surprise, super content, mais en même temps, on sait pas trop à quoi s'attendre, quoi. Donc attends, si je comprends bien la scène, t'es en train de bosser, et puis Marie-Aurore arrive en pleurs, en disant ah putain, je suis enceinte, c'est trop bien. Et toi, en gros, tu réponds ah ouais super, mais attends, j'ai un dossier à finir quoi. Pas tout à fait, mais c'était un petit peu ça. C'est un peu l'ambiance. Ouais, je comprends. Ouais. Alors moi, j'avais très peur de tomber enceinte. Depuis toute petite, quand je voyais des images d'accouchement ou d'autres, tout le monde disait oh c'est magnifique, regarde le petit bébé. Moi j'étais là oh mon Dieu, mais c'est horrible. Oui, c'est un j'avais alien. Non, puis même je me disais mais regarde, elle crie, elle hurle, ça doit faire terriblement mal, mais c'est pas. J'avais du mal à voir le côté un peu magique de la grossesse et tu vois, encore une fois, grosse erreur. J'ai adoré être enceinte. Ça a été magique, voir ce petit bébé grandir en soi. Et dès le début, je me suis énormément projetée et je me suis laissée porter, mais j'avais cette peur de l'accouchement. Ça, j'ai fait un gros travail sur moi parce que l'idée d'accoucher me terrifiait. Donc, je me suis renseignée au maximum. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de livres, beaucoup de possibilités, de taper à des portes pour avoir des renseignements. Donc, ça a été ma méthode à moi, peut-être pour me rassurer. Je voulais tout savoir, le pire scénario, le meilleur scénario, les alternatives, etc. Qu'est-ce qui fait que tu voulais une fille? Qui fait que je voulais une fille. Alors ça, j'ai envie de dire, ça remonte à loin. Je pense que même à partir de mes 5 ans, j'ai toujours dit à ma mère, ah là là, j'adorerais avoir une petite sœur. Je sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est le côté peut-être de protection? Je sais pas qu'est-ce qui ressortait à cet âge-là. Alors, te dire pourquoi, je saurais pas forcément l'expliquer, mais peut-être parce que j'ai grandi avec un frère, donc du coup, le côté garçon, je connaissais par cœur, et pas le côté fille, et c'est ce côté qui m'attirait dans le côté papa, quoi, d'avoir sa petite fille. Et qu'est-ce que c'est les côtés filles? Souvent, ce qu'on dit, en fait, le problème, c'est que des choses qu'on a entendues et répétées et qui a forgé un peu toute l'humanité, presque. La différence qui se crée entre garçons-filles, qui on voit qui est énorme au niveau de l'école et de l'éducation. Nous, on a toujours essayé de faire une éducation, alors positive, oui, et en même temps de pas faire le choix garçon-fille séparé. Mais on s'aperçoit qu'en fait, enfin, du moins depuis qu'elle est rentrée à l'école, on s'aperçoit qu'en fait, c'est conditionné plus que conditionné. Et pour le coup, toi, en tant que père, qu'est-ce que tu penses qui est différent du fait d'avoir une fille dans tes attitudes à toi, quand tu es devenu père, plutôt qu'un garçon? Alors aujourd'hui, j'aurais aucune différence entre l'un et l'autre. Je pense que soit j'ai mûri, soit j'ai évolué, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai plus aucune différence. Je vois même dans tout ce que je vis, même si j'ai des enfants de copains de garçons, des filles, peu importe, j'ai plus aucune différence entre les deux.
À l'époque, je pense que j'avais encore cette séparation de presque, si je dirais dire, le garçon doit jouer avec la voiture et la fille avec la Barbie. Même si j'avais ma Barbie quand j'étais petit, je tiens à le dire, j'aimais beaucoup jouer avec tous les jouets, quoi. T'as assisté au rendez-vous aux consultations prénatales? Je crois que je les ai tous faits sauf 2. Un qui était sur le périnée. Je me dis, bon, c'est gentil, mais je vais peut-être pas essayer de m'entraîner mon périnée avec toutes les filles. Et un autre que je ne pouvais pas du tout par rapport au travail. Je me rappelle plus ce que c'était. Alors là, tu me parles de la préparation à la naissance pour le coup. Oui, Donc les rendez-vous de préparation à la naissance, tu les as tous faits sauf 2, c'est ça? oui. Ah oui, pardon, les prénatales, j'ai Les tout fait. consultations prénatales, t'as tout fait? J'ai tout fait. Est-ce que tu as utilisé ton droit d'avoir 3 rendez-vous, 3 absences autorisées et payées? Alors non, j'ai pas utilisé ce droit. Déjà, je le connaissais pas. Après, j'ai un employeur qui est pas trop pénible à ce niveau-là. Et en général, il me laissait y aller tranquillement en étant payé sans problème. Ma question, c'était aussi de savoir en effet si tu avais connaissance de ce droit, comme beaucoup de pères ne l'ont pas. Voilà, donc il est toujours bon de rappeler aux pères comme aux mères ou aux futures mères que les hommes ont droit, enfin les pères, les futurs pères, ont droit à 3 absences autorisées et payées pour aller à des rendez-vous de consultation prénatale, qui sont souvent utilisés pour les 3 grandes échographies du parcours. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Pendant la grossesse, j'ai pu être arrêtée tôt parce que Lizzie, ma grande, appuyait énormément en bas et puis je souffrais pas mal d'infections urinaires aussi. Donc, j'ai pu prendre le temps de me poser, de préparer la naissance, que ce soit de manière matérielle que aussi psychologique. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu m'arrêter tôt parce que c'est tellement un bouleversement dans ta vie que se dire peut-être il y a un avant, il y a un après, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir. Enfin, moi, j'en ai eu besoin. Moi, ça m'a rassurée et j'avais besoin, tu sais, on dit, comment ça s'appelle quand juste avant l'accouchement, tu as l'anidation, je crois, quand tu prépares tout soit enfin, je sais pas comment dire, tout soit prêt. J'ai eu besoin de ça pour me rassurer. Comment tu qualifierais l'accompagnement de Romain sur cette grossesse? Il était rassurant. Là où moi, je disais, attends, il faut penser à ça, il faut préparer ça, il faut anticiper ça. Lui, il me disait, OK, on va y aller par étapes, on va faire comme ça, on va acheter ça, là, on verra, on avisera le moment venu. Ma famille était plutôt comme moi stressée, alors que lui, sa famille, où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés, sa maman travaille en PMI, voilà, eux, ils rassuraient, donc c'était bien parce qu'ensemble, ça permettait d'être serein pour la suite. Non, non, Romain très bien, et pour l'accouchement, ben, il a aussi, heureusement qu'il était là. Je lisais beaucoup. Romain, c'était pas son truc, mais par contre, dès que je terminais une lecture, je disais, attends, on va prendre 1 heure et je vais t'expliquer tout ce que j'ai lu. Qu'est-ce que t'en penses? Allaitement, pas allaitement, voilà, accouchement, physio, pas physio. On va dire que je l'ai amené sur ces terrains-là, même par rapport, tu vois, à la parentalité bienveillante, etc. Moi, à l'époque, je tombais des nues, je ne connaissais rien à tout ça. Et je m'y suis plongée, mais avec grande passion, vraiment. Je me dis, mais en fait, tout ce que tu as connu, c'est peut-être pas comme ça la vie. Enfin, t'es peut-être pas obligé de faire pareil. Il y a peut-être d'autres solutions. Peut-être que tu te trompes ou pas, mais donne-toi la chance. Enfin, essaye. Je sais pas. On avisera. Et avec Romain, on se dit, mais oui, en fait, on peut faire différemment. Et ça nous a permis de réfléchir sur beaucoup de sujets sur lesquels on n'était pas sensibilisé parce que pas confronté. Hein, après, c'est la vie qui est comme ça. Donc oui, je l'ai amené vers moi sur ces sujets-là. Et non, c'est chouette quand avec ton conjoint aussi. Enfin, un enfant, ça te fait énormément mûrir, ça te fait t'interroger, te poser beaucoup de questions sur le sens que tu veux donner à ta vie, qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants et tout ça, donc c'est bien. Et comment ça se passe, toi? T'es comment dans ta tête pendant la grossesse? Tu te dis, putain, c'est quoi ce truc? Est-ce que vous avez fait des trucs genre, tu vois, moi avec ma compagne, ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle m'envoyait des photos, genre, elle m'envoyait un grain de raisin avec des bras dessinés, un smiley dessus. J'ai eu la mangue aussi, je crois, régulièrement. Est-ce que vous avez fait ce genre de choses? Comment ça se passe? Comment est-ce que toi, tu arrives à te rendre compte de ce qui se passe? Nous, on utilisait une application qui chaque jour nous disait à quoi ressemblait le bébé. Enfin, avant, il y avait des choses, mais ça commençait par le grain de riz jusqu'à la pastèque, des choses comme ça. On avait la vision 3D, pareil, sur cette application pour voir la taille du bébé qui grossit. On essayait de se rendre compte. J'ai senti le bébé assez tôt, parce qu'au début, je sentais carrément des petites bulles. Après, je sentais carrément la tête. Enfin non, j'ai vraiment senti assez tôt. De mémoire, là où j'ai vraiment senti le vrai premier coup, où on est sûr et certain que c'est un bébé, c'est plus des gargouillis dans le ventre, je crois que c'était aux alentours des 5-6 mois.
Mais déjà, je pense qu'à 3-4 mois, on commence à sentir, mais on savait pas trop ce que c'était. On a fait les échos de base, on allait faire une écho aussi entre les deux. C'était une écho 3D parce qu'on voulait avoir une écho au milieu des deux pour se persuader. Parce qu'en fait, sur l'écho des 6 mois, on nous avait pas montré le bébé ou je sais plus ce qui s'était passé. En gros, on avait écouté le cœur rapidement, mais l'écho, on n'avait pas bien vu ce qu'on voulait. Ou ils nous avaient pas donné le sexe, on voulait absolument connaître le sexe. Donc du coup, on avait fait une écho au milieu. C'est là où on avait vraiment vu que c'était une fille et un peu en 3D, donc ça nous avait un petit peu touché. C'était un peu notre moment ridicule, mais c'était mignon. Après, pour moi, tant qu'on n'avait pas le bébé, c'était pas pareil. J'ai voulu accoucher à l'hôpital. Après, je savais pas. Enfin, pour moi, c'était le parcours classique. Tu faisais forcément comme ça. Je m'étais bien préparée, la respiration, etc. Donc, dès que j'ai commencé à avoir des contractions, je dis allez, vas-y, on y va, on met tout en application. Péridurale, je m'étais dit oh, si je peux éviter de souffrir, je prends. Après, si je peux essayer sans, je verrai. Je me fermais pas de porte. Vraiment, j'étais partie en me disant tout est possible. Envisage tous les scénarios et tu seras plus sereine. J'ai commencé à avoir mes contractions le matin tôt. On est allé, je crois, à la maternité, c'était midi ou 14h. Ils ont hésité à me renvoyer à 16h, je pense. Ils m'ont dit, écoutez, madame, vous êtes toujours à l'air de dire, dis donc, ça avance pas bien vite. Et moi, je regrette, mais après, c'était un premier accouchement, je ne savais pas. Je regrette qu'on ne s'écoute pas assez, les femmes. Parce que maintenant, avec le recul, je me dis, je savais qu'il se passait quelque chose. Je savais que ça allait être imminent et on devrait plus s'écouter parce qu'on a ça en nous et quand je voyais que je commençais vraiment à avoir mal et qu'il se passait quelque chose, je le sentais. On m'a dit mais non madame, non, restez couchée, vous attendez. Bon. Et quand au bout d'un moment j'ai dit non mais là je sens vraiment qu'il va se passer quelque chose. Il m'a dit bon allez vous êtes à 2,5, si vous voulez je vous transfère dans la salle et on va vous poser la péridurale. Ok super et quand je m'assois je lui dis, il va bientôt arriver, le professionnel. Elle me dit, oui, dans 1 heure. Je dis, non, mais dans 1 heure, je sais pas, mais je pense que ça va être un petit peu avant. Elle me dit, non, madame, je vous assure, c'est pas pour tout de suite, vous avez le temps, attendez 1 heure. Au bout d'une demi-heure, Marie-Laure qui fait un cri dans la salle. Donc moi, en tant que papa, même si je suis sapeur-pompier volontaire à l'époque, un cri comme ça fait bizarre parce que elle a mal, quoi. Ouais. Donc du coup, je cours dans le couloir, je vais chercher une sage-femme. Impossible de trouver quelqu'un. Je reviens dans la chambre, forcément, c'est pas un peu grondé. Elle me dit, écoute, va chercher quelqu'un, je sais pas ce qui se passe, j'ai trop mal. Je passe, je sais pas, peut-être 20 minutes avant de trouver quelqu'un. Donc la sage-femme revient, donc elle la reconsulte. Et là, elle dit, oui, c'est bien, vous êtes à 2,5, quoi. Donc là, moi, je comprends que ça va être long, quoi. Parce que déjà, presque 3 heures comme ça, un petit peu anxieux, ça fait un peu peur. À ce moment-là, elle lui dit, écoutez, comme vous êtes à 2,5, 3, on va vous poser la péridurale. Il devait être 17h, 17h30, je pense. Donc, je vais chercher l'anesthésiste, blabla, enfin, tout ce qu'il faut pour préparer la mise en place de la péridurale. À ce moment-là, donc, du coup, la dame ressort, elle revient, elle lui dit, bon, écoutez, l'anesthésiste arrive dans 1 heure, je vais commencer à vous installer, il va falloir marcher jusqu'à la salle d'accouchement. Là, il doit être à peu près 17h30, comme je disais. Donc Marie-Laure a dit mais je vais pas arriver à marcher jusqu'à là-bas, je peux pas, etc. Et la dame lui dit oui mais bon je suis toute seule, c'est pas trop chaud. Je prends encore Marie-Laure un peu sur l'épaule, on marche dans le couloir de la maternité jusqu'à là-bas, jusqu'à la salle d'accouchement. Arrivé devant la porte de la salle d'accouchement, Marie-Laure qui commence à souffler, etc. Qui dit non mais j'en peux plus, il faut qu'il arrive, j'ai trop mal. Et la sage-femme qui dit oui, je vais le chercher, c'est encore dans une demi-heure. Elle s'assoit sur la table de la salle d'accouchement et elle refait le même cri qu'elle avait déjà fait dans la salle de préparation. Donc le cri de bête, quoi. Ouais, un cri de bête, quoi. Mais un cri, quand c'est la première fois, on sait pas ce que c'est. Ça serait arrivé pour la deuxième, ça aurait pas été pareil. Mais pour la première, je me suis pas rendu compte, quoi. Et là, elle passe la tête et elle dit, mais c'est vous qui avez crié comme ça? Oui, c'est moi, désolée. J'ai fait du bruit. Elle me dit, non, mais attendez, allongez-vous. Et puis là, je vois sa tête se lever, elle me regarde, elle me dit, madame, vous êtes à 10, on y va, go. Je dis, attendez, vous plaisantez, il y a 20 minutes, vous m'avez dit que j'étais à 2. Non, faites quelque chose. J'avais pas prévu ça. Et tu sais, dans ma tête, avait le schéma de dire, c'est mon cauchemar qui va commencer, quoi. Je voulais pas ça et ça va se passer comme ça, quoi. Mais bon, t'as pas le choix. Il y a eu quand même 45 minutes de poussée. Bon, après, c'était un premier enfant. Romain était là et les sages-femmes étaient vraiment
très bienveillantes. Je garde un souvenir, enfin, elles font le métier le plus dur et le plus incroyable du monde parce que c'est des moments tellement charniers dans une vie que waouh, bravo quoi. je, je les admire. Quand toi, tu entends ta femme crier comme ça, là, qu'est-ce que tu ressens vraiment à ce moment-là? Parce que tu dis, je savais pas ce que c'était, mais qu'est-ce que toi, tu ressens? Mais en fait, déjà, même dans son regard, je sentais qu'elle était, enfin, elle était plus là. C'est pas le mot que de dire qu'elle était plus là, mais on sent que c'est plus la même personne. On sent que la douleur a pris le pas sur le cerveau. On sent qu'il y a qu'une seule obsession, que c'est atroce. Comme j'expliquais à tous mes copains qui me demandent comment c'est passé, comment je l'ai ressenti. Moi, j'ai vraiment l'impression d'arriver sur un accident de la route, d'être sur une personne qui est multi-fracturée et qu'en fait, qu'il a tellement mal qu'il est plus capable de penser par lui-même. Mais et toi, quelles émotions tu ressens à ce moment-là? Tu Alors ressens de moi, la là, peur, tu ressens de l'anxiété, tu ressens de la j'ai terreur, tu ressens j'ai de la joie. 160 non, d'accord, non. Mais j'ai 177 émotions, quoi. J'ai mon cœur qui s'emballe, j'ai de la pression, je me dis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. J'ai de la peur, j'ai de la joie, j'ai de la tristesse, j'ai de la compassion, j'ai tout qui est mélangé et je rentre un peu comme je te dis en fait, comme j'étais sapeur-pompier, je rentre dans ma bulle en mode de protection, en mode on est là pour intervenir, on est là pour soutenir et en fait j'ai tout le côté tristesse etc qui rentre dans cette bulle tout et en gros j'ai vraiment l'adrénaline à 200%. Sauf qu'au bout de 30 minutes, il y a un gynécologue, je suppose, qui est entré dans la salle et qui était à côté, debout contre le mur, en disant bon, madame, faudrait peut-être se dépêcher, ma petite dame. Toi, t'es là, mais attendez, je fais ce que je peux. Et en plus, les sages-femmes me disaient vous poussez bien, madame, continuez. Puis lui arrive en disant ah non, elle pousse très mal, hein, vraiment, c'est n'importe quoi. Faudrait peut-être vous appliquer un peu, madame. Alors, tu sais, le truc hyper culpabilisant. Toi, tu te dis, mais je sais pas, on me dit que c'est bien, vous me dites que c'est pas bien. Je fais quoi? Je fais mon maximum. Moi aussi, je veux que mon bébé sorte. Ça, c'est dur. Tu vois, ces propos-là, maintenant, avec le recul, je me dis, mais je l'aurais fait différemment, maintenant, avec le recul. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Je pense que le ton infantilisant, je l'aurais peut-être pas accepté. D'accord. Et je me serais peut-être plus écoutée parce que tu vois, j'avais l'instinct, tout le long de la poussée, j'avais l'instinct de me mettre debout. Je voulais me mettre debout et c'était viscéral. Et les sages-femmes me tenaient, me bloquaient en arrière en disant non, madame, vous me mettez couchée, ça marchera que comme ça. Et je voulais sans cesse me lever. Et tu vois, je me dis, quelque part, j'aurais aimé qu'elle me laisse faire parce que de toute façon, je n'avais pas la péridurale et ma fille allait sortir et je pense elle serait sortie beaucoup plus tôt et ça serait peut-être passé différemment par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Et donc à ce moment-là en fait je me penche vers elle et je lui dis Marie-Aurore, il va falloir que tu y ailles quoi, il va falloir que tu lâches, il faut que tu lui prouves que tu vas y arriver en fait, prouve-lui que c'est un voilà, on va pas sortir le mot mais prouve-lui qu'il a tort quoi. Et à ce moment je lui dis là il a dit quelque chose, il veut utiliser un objet, donc si tu veux pas qu'il l'utilise il faut que tu lui prouves que tu y arrives quoi. Et là son regard a encore changé, les yeux se sont injectés de sang presque et elle a fait une poussée qui était je pense spectaculaire et qui a permis de déclencher un petit peu plus ou moins la naissance. Je pense qu'il s'est passé quelque chose en disant non mais en fait personne ne me touche en bas, personne ne me voilà, n'approche cette zone. Et bon, j'ai sorti Lizzie au bout de 45 minutes. Ça a été là, tu te dis ça y est, c'est fini, c'est chouette, c'est magique. On te pose ton bébé contre toi et non, le cauchemar, non, c'est pas fini un accouchement. Un accouchement ne s'arrête pas quand le bébé sort. Je ne savais pas. Il y a le placenta. Et là, ça s'est passé très très vite parce que tu vois, dans mes souvenirs aujourd'hui, on m'a posé Lizzie contre moi. Je l'ai vu, tu sais, là, tu as un moment où tu es en transe en disant waouh, enfin, tu te prends une dose, je sais pas comment ça s'appelle, mais d'amour qui éclate. Et là, en 2 secondes, j'ai eu une douleur tellement énorme que j'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Enfin, c'était la sensation. Et en fait, j'ai su après que le gyné pensait que j'avais eu la péridurale, alors je ne l'avais pas. Et le placenta, apparemment, était peut-être sorti hachuré. Il a eu un doute et il y est allé avec des mains récupérer le morceau à vif, alors que je venais juste de sortir mon enfant, quoi. Et j'ai entendu, en fait, tout ce que j'ai entendu, c'est entendre les sages-femmes hurler en disant « Non, elle n'a pas eu la péridurale, ne faites pas ça !» Mais après, il a eu son geste et j'ai dit « Ça y est, c'est fini, quoi. C'est fini. Je suis morte. » Pardon, tu vois, même encore aujourd'hui, c'est dur. Alors tu m'arrêtes hein, si c'est trop dur, mais
Si je Non, comprends non. bien, à ce moment-là, il met sa main dans ton vagin, jusqu'à l'utérus, quoi, et il va faire ça sans te demander quoi que ce soit avant. Non, sans me demander quoi que ce soit, sans me prévenir, sans que quelqu'un ait le temps. Enfin, encore une fois, les sages-femmes ont hurlé en disant non, 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 ne faites pas ça. Et puis, j'ai souvenir qu'il a dit ah mince, bon, bah, allez appeler l'anesthésiste. C'est pas grave, quoi. Sauf que non, en fait, on fait pas ça. On fait pas ça. C'est, c'est une faute, hein, ce qu'il a fait. Après, l'erreur est humaine, mais tu vois, le manque de considération, arriver en disant bah madame, c'est pas bien, il faut faire comme ça. Ah bah attention, hein, si vous appliquez pas, si là elle est pas sortie dans 5 minutes, attention, hein, la punition, ça va être les ventouses. Hein. Enfin, mince quoi, mince. C'est mon bébé, mon accouchement, mon enfant. Et puis le placenta, il est pas obligé de sortir au bout de 5 minutes, quoi. J'ai su après qu'un placenta pouvait sortir au bout d'une demi-heure, 1 heure, et on pouvait laisser passer les choses naturellement et qu'on n'était pas obligé de le sortir immédiatement. Enfin, je sais pas, il était pressé, il y avait peut-être d'autres choses, mais on fait pas comme ça. Ça aurait pu se passer complètement différemment, quoi. Donc, ce qu'il faut s'imaginer, en fait, c'est que je suis entre deux murs. À ma gauche, il y a la table roulante où ils m'ont posé le placenta. Marie-Aurore qui est couchée du coup devant moi. Et en fait, au moment où je me retourne, il prend le placenta et il le pose sur la table à côté de moi. Quand je dis pose, c'est je le jette un petit peu, tellement que je me souviendrai toute ma vie, parce que du coup, moi, je devais partir au travail, donc j'étais en chemise blanche et costard. Et quand il pose le placenta, en fait, ça gicle du bas de ma chemise jusqu'en haut, avec une belle trace de sang tout le long. Et là, je dis, heureusement que je crains pas le sang, quand même. Et le mec, qui me regarde et qui me dit, mais vous êtes qui? Je suis le papa, quoi. Enfin, vous voulez que je sois qui, quoi? Donc, sachant que j'avais pas eu le temps de me changer, hein, j'étais pas avec la Charlotte, etc. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Vous voulez que je sorte comment? Soit je passe au-dessus de ma femme, soit je passe par-dessus le placenta, mais je peux pas sortir, en fait. Ah oui, oui, mais là, le placenta, il commence à farfouiller dedans, et en fait, il était un petit peu hachuré. Donc, dit hachuré, dit peut-être complication, peut-être hémorragie, enfin bref, ça, c'est le médecin qui juge. Écoutez, on va devoir l'endormir et vérifier. Moi qui suis dans le couloir, qui sait pas ce qui se passe, ça doit durer entre 40 minutes et 1 heure. J'en profite quand même pour écrire un petit peu à tout le monde. On te laisse pas ton bébé à ce moment-là? Non. Non, j'étais vraiment dans le couloir, donc le bébé reste sous la lampe. Par contre, je crois, alors je me rappelle plus tout, mais c'est le moment aussi ils sont allés peser, etc. Et ça se faisait dans une autre pièce. On t'a pas donné l'opportunité d'être avec ton bébé en peau à peau pendant tout ce temps? À ce moment-là, non. Alors, juste le moment de l'opération, oui, si je peux dire opération, qui a duré entre 15 et 20 minutes, là, j'ai pas du tout eu le bébé. Mais par contre, je pense que c'est pas forcément qu'ils voulaient pas me le donner. Je pense qu'ils sont allés faire des tests sur le poids, peut-être le sang, les choses comme ça. Que d'habitude, je pense qu'ils font dans la salle de naissance. Enfin, c'est ce qui s'est fait avec la deuxième d'ailleurs. Mais vu que là, la maman est endormie et qu'il y a des risques, je pense, à ce moment-là, je sais pas, de bactéries, je sais pas, donc ils m'ont fait sortir de la pièce. À la fin de l'opération, Marie-Aurore dormait toujours, et c'est là où ils m'ont fait rentrer avec le bébé en peau à peau. Et c'est là, par contre, où j'ai vraiment compris que j'allais être papa. Moi, j'ai adoré ce moment, parce que là, j'ai eu 2 heures le temps qu'elle se réveille, où j'étais qu'avec mon bébé. Donc là, on était vraiment tous les deux, dans le noir, en peau à peau, exceptionnel. Très très bien ce moment. Et là, tu te rends compte que t'es papa? Ah là, oui, ah oui, cette chose, elle est fragile. Si je suis pas là, il y a personne en fait. Et tu vois, le lendemain, donc Lizzie, j'ai pas pu faire la mise au sein. Bon, après, je pense aussi que ça a compliqué peut-être l'allaitement. Tu vois, la rencontre que souvent des personnes citent avec leur enfant en disant je l'ai eu contre moi et j'ai senti une vague d'amour immense. Romain l'a eu tout de suite. Et c'est chouette, il a pu passer du temps avec elle, le temps que moi, j'étais donc endormie. Moi, la rencontre, je l'ai eue le lendemain, quand j'ai pu la prendre contre moi. J'ai pu la nourrir que le lendemain, donc ça, c'est pareil. Je me dis, un petit bébé... personne lui a donné à manger avant le lendemain. Et on m'a dit, ah non, mais si vous voulez l'allaiter, c'est pas grave, elle peut attendre, je crois que j'ai accouché à 18h, elle peut attendre le lendemain matin 9h. Aujourd'hui, je me dis, mais si j'aurais su, mais Marie-Aurore, non, tu laisses pas ton enfant, non, elle avait faim, elle avait besoin de moi. Alors on m'a dit, oui, mais vous avez du produit en vous. Enfin, voilà, aujourd'hui, je traiterai toutes ces infos différemment, mais je ne savais pas. Ouais, le lendemain de l'accouchement, j'ai souvenir, et c'est ça aussi qui m'a pas réconfortée, mais qui m'a un peu, oui, qui m'a aidée. Le lendemain de l'accouchement, la sage-femme qui avait été là et qui a été géniale, elle est venue dans la chambre et elle s'est mise à pleurer. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle s'est mise à pleurer et sur le coup, elle commence mince, parce que sur le coup, tu vois, moi après, quand je suis rentrée dans la chambre, c'est bon, j'avais mon bébé,
tu vois, tu réalises pas. C'est après, des mois après, que tu t'analyses, mais sur le coup, tu réalises pas. Et quand elle est rentrée dans la chambre, elle est rentrée en pleurant et elle m'a dit, je suis désolée que ça soit passé ainsi. Bravo, enfin voilà. Aujourd'hui, c'est chouette, vous avez votre bébé et tout. Mais je voyais toute la culpabilité qu'elle avait et elle s'en voulait énormément. Et nous, on lui a dit non, mais tout va bien, c'est cool, il y a le bébé, je suis en bonne santé, vous inquiétez pas. Et tu vois, maintenant, avec le recul, je me dis, elle aussi aurait voulu que ça se passe autrement. Et c'est beaucoup de personnes après mon accouchement m'ont dit, non mais Marie, t'es en bonne santé, ton bébé est en bonne santé, c'est chouette quoi. Et j'ai mis un moment à poser le mot viol. Et c'est après pour ma deuxième fille, quand je suis allée en maison de naissance et que j'en ai parlé à des sages-femmes qui m'ont dit, mais en fait, Marie-Aurore, ce qui s'est passé n'aurait pas dû se produire. C'est considéré comme un viol et c'est une faute grave ce qui s'est passé. Et le jour où elles m'ont dit ça, j'ai pu poser des mots dessus et dire, ok, je suis pas zinzin ou enfin, c'est pas moi qui en fait toute une histoire. C'est pas bien quoi, ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est pas bien et c'est ok que ça soit dur et voilà. Avec le recul, imaginons que cette sage-femme écoute l'épisode. Avec le recul, maintenant, ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'elle a fait tout son possible et qu'elle a été géniale. Honnêtement, hein. Elle a été très pro, elle a été bienveillante, elle m'a donné la main jusqu'au bout, ouais. Tu vois, le lendemain, elle est venue me voir. Le gyné, elle est pas venu me voir. Tu vois, c'est des petits détails, mais c'est des choses. Elle est venue me voir en disant comment ça va, quoi. Comment ça va, comment vous gérez. Et moi, à ce moment-là, je disais, ah oui, ça va, tout va bien. Je suis trop contente, mon bébé va bien. Non, je ne la blâmerai jamais. Et elle a été super et je la remercie d'être venue me voir aussi pour voilà, savoir comment ça allait. Et donc, comment se passe le retour à la maison? Eh ben écoute, bien, t'arrives avec ton bébé, tu te poses sur le canapé, ton bébé dort et tu te dis bon bah voilà, on est 3, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, c'était beau, c'était un nouveau rôle, on était complètement gaga de ce petit bout de chou qui a bouleversé notre vie, que du bonheur, quand tu as un enfant. Enfin moi j'étais très excitée de voir la suite. J'étais très excitée de dire: «Ah le premier, je sais pas, la première fois qu'elle va ouvrir les yeux, la première fois qu'elle va, commencer à dire baba, toutes ces phases-là, j'étais hyper excitée. Alors que tu vois, pour ma deuxième, je suis en mode non, 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 au contraire, je sais que ça va arriver, prenons le temps, on n'est pas pressé. Premier jour avec le bébé, donc on était plein de bonne volonté. Hein. On avait dit, notre bébé, on va essayer de pas lui donner de tutu, on va essayer d'être les meilleurs parents au monde. Ça c'est réussi, ça c'est facile. Très très bon moment. Après, ce qui a été très compliqué, c'est que du coup, je pense maintenant après réflexion, c'est que vu qu'il n'y a pas eu la première mise au sein, qu'il n'y a pas eu peut-être ce côté d'avoir ces deux parents confort, je sais pas, c'est ce qu'on se dit maintenant, mais après réflexion, et peut-être qu'on a tort. Mais en gros, elle avait un gros besoin de succion, donc on a passé, je pense, la première nuit, c'était plus la peur qu'elle s'étouffe, c'est-à-dire que vu que le bébé recrache beaucoup, on n'a pas beaucoup dormi. Mais bon, finalement, après, c'était pas trop grave, ça. C'est plutôt la deuxième nuit, en fait, j'ai passé quasiment la moitié de la nuit avec le petit doigt dans la bouche parce qu'elle avait un besoin de succion très très grand, quoi, très important. Que du bonheur, on se rend compte que le bébé a besoin de nous, qu'on a besoin de lui. Lizzie a eu des RGO. Donc les 6 premiers mois, ça a été un petit peu compliqué. On se levait toutes les 2-3 heures, pendant 1 heure, comme ça, avec le bébé, à taper dans le dos, dire ça va aller, mon petit cœur. Et puis tu te sens impuissant, puis c'est horrible, ton bébé il hurle et tu peux rien faire. Ça a été très déroutant. Et le manque de sommeil a été dur. Surtout que, enfin, pour nous, c'était hors de question de la laisser pleurer, c'était hors de question de fermer la porte en disant ouais c'est bon, il y a un moment, je sature. Et c'est ok, encore une fois, voilà, on fait tous comme on peut. Mais moi, c'était pour nous, c'était inconcevable. Aujourd'hui, on reprend le boulot au bout de 2 mois et demi, mais alors qu'on dormait pas et qu'on se levait à 11h, 1h, 3h, 5h du matin toutes les nuits, waouh. Donc on a commencé là, du coup, la diversification alimentaire très tôt, à 3 mois et demi, 4 mois. On a commencé un petit peu tôt en se disant si elle mange un peu plus solide, ça va aller mieux. Ce qui a plutôt bien marché, plus ou moins, mais elle en a eu quasiment jusqu'à 6 mois, donc jusqu'à 6-7 mois, on n'a pas dormi la nuit. Quand je dis pas dormir, c'est qu'on dormait 1 heure, 1 heure et demie. Donc moi, qui ai un métier assez prenant, où des fois je partais à 5 heures du matin, je rentrais à 20 heures le soir, j'arrivais à 14 heures à avoir les yeux qui brûlaient, comme quand tu sais, tu rentres de boîte à 6 heures du matin, à l'époque, ça fumait encore dedans, tu as les yeux complètement éclatés. Et donc ouais, non, honnêtement, c'est
un mauvais moment, un très mauvais moment. C'est pour ça que moi je le répète, mais pour moi c'était un cauchemar de ma vie. On voit pas le jour, on sait pas quand ça va s'arrêter. Non, ouais, très 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 compliqué. Quand j'ai repris le boulot, bah, tu commences juste à t'en remettre, à te remettre toi physiquement, mentalement et tout ça, que tu te dis déjà, bah, allez, il faut retourner au boulot, je vais laisser mon enfant à Anne, assistant maternelle, super, en qui tout de suite on a bien accroché. Et bonjour Mickaël, tu es le meilleur nounou du monde. Donc, on se parle bien de un assistant maternel. Un assistant maternel qui est un nounou en or et qui c'est chouette d'ailleurs de tomber sur des personnes en qui tu as autant confiance, parce que confier son enfant à quelqu'un c'est dur, hein. Les premiers temps t'es vraiment vraiment stressé. La société est quand même violente, je trouve. T'as un enfant, tu commences à prendre tes repères, puis au bout de 2 mois et demi on te dit tu reprends, et puis tu reprends et tu reprends comme avant en fait. Que tu aies eu un enfant ou pas d'enfant, c'est pareil. Moi, j'avais un boulot où je partais en déplacement, où on faisait des heures à rallonge. Et quand je disais, cette nuit, ça a été dur, on me disait, ouais, bah, t'es maman, t'assumes, quoi. T'as repris le travail. Tu l'as voulu aussi, tu vois. Tu l'as voulu, ouais. Voilà, à un moment, tu vas pas te plaindre. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. Pas déconner, quoi. Et puis, par contre, Romain, on disait, oh, pauvre Romain, en plus, tu te lèves souvent la nuit, hein. Oh là là, c'est dur. Alors que toi, on te dit, bah, t'es maman, t'assumes, quoi. T'avais pris ton congé paternité? Alors là, je l'avais pas encore posé parce que j'avais les 3 jours obligatoires. Moi, j'ai même dormi à l'hôpital, etc. J'ai passé les 3 jours carrément avec elle tout le temps. Hormis une fois pour aller chercher, je sais plus quoi, à la maison. Sinon, j'ai passé les 3 jours entiers et j'ai enchaîné avec mes 15 jours, enfin mes 11 jours de congé pato. T'en as parlé à Romain de ce décalage de traitement entre ce que lui vivait et ce que toi tu vivais? Il en prend conscience maintenant. Il en prend conscience. Est-ce que toi tu lui en parlais? Oui. Comment tu lui en Les parlais? petites remarques, les petites piques. Quand Lizzie était malade et qu'il fallait aller la chercher, Romain se dépatouillait, enfin voilà, aller la chercher. On me disait, eh oh, ta femme, elle peut pas y aller. Bah, ça m'arrivait aussi de découcher pour le travail. Romain, ça a toujours été la priorité, hein. Ses filles, ça a toujours été la priorité, c'est clair. Et plusieurs fois, il a eu des remarques, alors que moi, on me disait, limite, j'étais une mère indigne, quoi. Mais en même temps, je devais tout gérer, tu vois, je devais être une bonne mère, je devais rendre des comptes, enfin voilà, être au top niveau professionnel. Tu dois être sur tous les fronts, partout, tout le temps, et t'as pas le droit à l'erreur. Et alors que Romain, c'était, oh, t'as de la chance, hein. Romain, oh là là, il t'aide, il s'occupe bien de ses filles, c'est trop chouette. Mais non, en fait, on est 2 parents et on fait tout pareil, et non, enfin, c'est normal, c'est normal. Et moi aussi, c'est normal, on fait tous. Et même si, tu vois, j'en ai rapidement eu conscience de cette pression-là et j'étais sensible à ces sujets, mais quand tu y es confronté, en fait, tu te dis, mais waouh, et c'est pas prêt de changer, quoi. Et en plus de personnes, de femmes qui te disent, attends, moi je suis passée par là, je vois pas pourquoi toi tu subirais pas la même chose, quoi. L'entreprise devrait plus prendre en compte ces problématiques-là, que ce soit pour les papas et pour les mamans. La dernière fois, tu vois, j'ai un jeune papa qui m'a dit, Marie-Aurore, je veux prendre 6 mois pour m'occuper de mon enfant. J'ai dit, mais c'est génial, c'est chouette, vas-y, ben, c'est top. Et j'ai eu plus ou moins des échos en me disant, ah, mais tu te rends compte, un papa qui prend du temps pour son enfant. Je dis, mais non. Au contraire, il va en revenir grandi, et soyons là pour l'aider au mieux possible. On va recruter quelqu'un le temps de son absence, il sera serein, on va l'anticiper. Enfin, aujourd'hui, il faut pas que ça soit un tabou en disant, je suis désolée, je vais prendre je vais m'arrêter quelques mois. Ou une maman qui dit, ben pareil, je vais m'arrêter 6 mois, 9 mois, 1 an pour m'occuper de mon enfant. Ok, ça fait partie de la vie. Ok, l'entreprise sait s'adapter pour certains. Alors, c'est marrant parce que tu vois, je bifurque un peu, mais quelqu'un va te dire, je me suis blessée, tu vois, je me suis cassé la jambe, j'en sais rien. Du coup, je suis arrêtée 6 mois, 1 an. On va dire, ah ok, bah mince, t'as pas de bol, pas de problème. Par contre, tu te dis, je m'arrête 6 mois, 1 an pour m'occuper de mon enfant, voilà. On te dit, oh, c'est pas bien. Enfin, il y a 2 mondes, et non. Aujourd'hui, ça fait partie de la vie d'un collaborateur et c'est ok. Moi, quand j'entends le modèle suédois où on dit pendant 6 mois, c'est maman 6 mois, papa 6 mois, par exemple, mais c'est génial. Et un enfant, enfin, des fois, j'ai des copains qui me disent, je caricature, mais c'est un peu ça. Oui, mais quand c'est bébé, c'est la maman parce que la maman l'a porté, et moi, j'interviens après, en gros, quand l'enfant il a 3-5 ans, enfin bon, le cliché. Je dis, mais comment tu veux créer du lien avec ton enfant si tu passes pas du temps avec, en fait? Que t'es pas tout seul avec, que tu résous pas des problèmes seul avec, que, c'est sûr, quand après t'es avec ton enfant et que la maman dit, ah bah non, faut pas faire comme ça ou comme ça, parce qu'elle a passé du temps avec son enfant et qu'elle le connaît,
c'est difficile de prendre sa place, c'est difficile de trouver sa place. Et je peux comprendre le papa, mais non, au début, son enfant, il a besoin de son papa et de sa maman, et pouvoir passer ces moments privilégiés avec son enfant, c'est tellement important. Pour la suite, pour tout, aujourd'hui, ça devrait être obligatoire que la première année, même, je vais peut-être aller plus loin encore, sur les 3 premières années, papa, maman soient présents pour leurs enfants. C'est tellement important. C'est pour la suite, c'est pour apprendre à les connaître, c'est pour transmettre ses valeurs. Papa, maman, on a tous quelque chose à apporter. On est 2 à avoir eu des enfants, on doit être 2 à pouvoir les accompagner. Comment s'appelle ta fille? Alors, ma fille s'appelle Lizzie. Et oui, Donc, parce que ça, c'est quelque chose que vous aviez décidé donc presque 15 ans avant, quoi. Ça, c'est vrai qu'il y a une petite histoire autour de ça. Oui, oui, donc justement, le jour où on s'était dit cap ou pas cap, on s'était dit cap ou pas cap si on a une fille de l'appeler Lizzie. Et du coup, en fait, le jour de sa naissance, c'était un peu écrit dans le marbre. Donc, justement, le moment où elle était endormie et qu'elle était... parce que du coup, on n'a pas pu vraiment valider le prénom. J'avais la feuille de naissance et je devais écrire le prénom et le nom de famille. Et c'est ce grand moment de doute où j'ai rien écrit. Et la sage-femme qui me dit, mais vous avez rien écrit? Non, parce que j'aimerais bien que maman soit d'accord quand même. On se l'était dit, mais entre se le dire et le faire, il y avait une différence. Et donc Lizzie, oui, c'était venu depuis on était tout petit. On s'était lancé un petit peu ce cap ou pas cap. Après, on aimait bien tous les 2 le prénom, que ça soit le diminutif d'Elisabeth, mais que ça soit pas Elisabeth. Le fait que ça soit notre première fille, que c'est tout ce qu'on s'était dit, en fait, c'était ultra logique que ça soit ça, quoi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt!